Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je remercie Marjorie Murphy de nous avoir introduit le sujet de cette séquence. Donc séquence maintenant ultra traditionnelle sur le fonds de soutien à l'innovation. Donc ultra traditionnelle mais toujours renouvelée. Voilà, donc je vais vous présenter nos invités dans quelques instants pour vous dire, vous ne l'ignorez plus, que le sujet, le thème général du congrès sont les qualités du logement social. Donc nous avons décidé de consacrer cette séquence du fonds de soutien à l'innovation aux qualités du logement social et en particulier à 3 opérations, 3 actions, 3 projets que vont vous présenter les personnes qui sont ici autour de moi. Alors, quelques petites informations. Je ne dirai plus fonds de soutien à l'innovation avant la fin de la séquence. À partir de maintenant, je dis FSI. Parce qu'à chaque fois, sinon je ne sais plus, etc. Comme ça, tout est calé. Ça, c'est une première chose. Ce n'est pas la plus importante, mais tout de même. Vous dire que, vous rappeler, vous ne l'ignorez forcément pas, que le secteur HLM est un secteur qui innove, qui a le goût de l'innovation, qui est audacieux, et ça se voit aussi à travers la qualité. Aujourd'hui, donc sur cette séquence consacrée au FSI, on va mettre en avant une opération qui valorise la qualité et la responsabilité environnementale. C'est l'organisme qui est mis en avant sur cette séquence, c'est Domanis, représenté par Hervé HH, donc dont la fonction est directeur stratégie, innovation et communication, et qui manifestement a fait venir ses amis. Sur la qualité de service, on sait que la qualité de service, c'est quand même une thématique de notre secteur ultra récurrente. On peut encore innover. C'est Brice Verrec qui va nous le prouver à travers l'action qui a été menée à la SFHE qu'il dirige. Et puis, sur la qualité de vie, nous pouvons saluer Stéphane Marioni, qui est chargé de mission gestion locative et développement stratégique chez Rhône-Saône Habitat et qui remplace au pied levé son directeur Arnaud Cessillon. Donc, merci Stéphane de cette audace. Donc sur la qualité de vie. Et en deuxième partie de séquence, comme on le fait un petit peu traditionnellement, mais encore plus particulièrement cette année, Thomas Joshua Vergès, qui est l'adjoint de sa directrice, la directrice des aides, qui vient vérifier que tout se passe bien, nous présentera la réforme du FSI. Donc, un certain nombre d'entre vous le savent, il y a une réforme du FSI et Thomas axera sur les principaux éléments que vous avez à connaître pour déposer vos dossiers. Je ne reviens pas sur ce qu'est le FSI, je pense que globalement vous le savez, sinon on est à votre disposition pour en rediscuter. Mais en tout cas, ce qu'on veut mettre en avant, c'est à chaque fois on fait comme ça, c'est vraiment des actions concrètes qui illustrent un certain nombre de priorités du secteur en matière d'innovation et on trouve que c'est intéressant de le faire en présentant des actions. Alors c'est Hervé qui va commencer pour Domanis donc. Vous le savez forcément, Karine Lascols a déjà présenté ce type de choses dans les mêmes circonstances. Domanis se caractérise, en tout cas, à une ambition très forte sur la question de l'entreprise régénérative. L'entreprise régénérative, c'est l'entreprise qui décide que plutôt qu'épuiser les ressources naturelles et les ressources de la planète par son activité, elle contribue au mieux à les restaurer, ou au moins de ne pas les détériorer. Vous avez choisi dans cette philosophie-là d'aller regarder ce que vous pouviez faire en matière de consommation des locataires, puisque évidemment les consommateurs ont tendance à un peu contribuer à épuiser les ressources de la planète. Et votre idée, ça a été de mettre à disposition un certain nombre d'équipements partagés dans quelques résidences. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qui est mis à disposition? Voilà, qu'est-ce que vous avez mis en place dans cette optique-là de partager des équipements entre locataires?
Merci beaucoup, Hervé. Merci. Donc c'est très sympa aujourd'hui de nous donner l'opportunité de parler de durabilité et de régénération. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé et déployé sur 2 résidences un service d'équipement partagé. Donc le principe, c'est de donner l'opportunité à des locataires de louer des équipements du quotidien plutôt que de les acheter. Donc ça s'inscrit dans cette stratégie justement de durabilité, d'essayer de réduire l'impact qu'on peut avoir. On comprend bien que quand on loue un équipement, 2-3 aspirateurs à acheter plutôt que 50 pour 50 locataires différents, on réduit l'impact écologique. Et puis il y a une dimension aussi d'accessibilité économique. On est dans cette notion d'économie du partage, de la fonctionnalité. Donc on va donner la possibilité à ces locataires de pouvoir louer donc différents types d'équipements. Donc c'est des systèmes de casiers connectés qui s'activent avec une application mobile. Le partenaire qui nous délivre ce service s'appelle Les Biens en Commun. Il délivre ce service à la fois dans des résidences privées aujourd'hui et puis en grande distribution aussi. Vous pouvez aller louer votre shampooineuse, votre perceuse, etc. Nous, on a fait une sélection d'équipements, on en reparlera après. Mais l'idée, c'est de donner la possibilité d'accéder à un aspirateur, un appareil à raclette, un fer à repasser, une plancha. Ça peut être des produits de loisirs aussi, du type vidéoprojecteur. Et donc tout ça reste extrêmement accessible, à la fois dans la simplicité d'utilisation. En gros, on réserve avec une application mobile. Et puis ensuite, on se présente devant le casier s'ouvre, vous récupérez l'équipement pour la durée qui vous intéresse. Donc vous avez réservé pour 1 heure, 2 heures, une journée, 2 journées, c'est de la location longue durée. Et les tarifs sont très accessibles puisqu'on parle de 1 euro par heure pour un aspirateur. Voilà. Donc on comprend tout à fait bien ce dont il s'agit. Est-ce que peut-être, parce que ça peut donner des idées aussi à d'autres organismes, vous pourriez nous dire pourquoi le choix de telle ou telle résidence et est-ce que c'est un service qui pourrait s'adresser à toutes les résidences, quelles que soient leurs caractéristiques? Et donc, comment vous avez fait ce choix-là? Quand on est comme ça sur des nouveaux services, sur ces types d'économie du partage, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à faire évoluer les comportements. Et l'évolution de ces comportements, elle prend un peu de temps. Donc nous, on s'est inscrit là sur un programme qui est relativement simple. C'est 3 résidences pendant 3 ans. Et on veut voir comment on arrive à faire évoluer ces comportements, l'intérêt des locataires pour ce type de service. Et donc on les a installés dans 2 résidences étudiantes, une à Auxerre, une à Sens, qui sont à peu près des résidences de 50 logements. C'est des résidences sur lesquelles on a plusieurs avantages. Il y a des espaces de vie communs qui nous permettent d'installer ces équipements, enfin ce casier. Et on a aussi des gardiens sur place qui n'ont pas du tout un rôle technique. Ça, c'est le prestataire qui s'en charge. Par contre, ils ont un rôle d'explication. Si les locataires ont des questions, tiens, à quoi servent ces casiers, etc., ils peuvent apporter des informations. Donc voilà, on a ciblé sur 2 résidences et on en aura une 3e à partir du 2e trimestre 2026, qui là sera une résidence intergénérationnelle où on a des produits jeunes sur une offre qui s'appelle Lock Easy, qui est destinée aux jeunes, et des logements dédiés aux seniors, Serenitis. Donc là, on aura aussi des équipements à louer, mais qui seront peut-être différents, puisqu'on aura différentes cibles à adresser. Et puis voilà, pourquoi on a testé aussi sur ces résidences-là, c'est justement parce qu'on est aussi sur une application mobile, donc cible plutôt jeunes, jeunes actifs ou étudiants de moins de 30 ans. On sait qu'on a potentiellement moins de freins à l'utilisation de ce type de technologie. Et donc sur de futures résidences, si vous pouvez nous dire un petit peu les conditions que vous mettrez en place, si vous avez déjà l'idée à part la 3e intergénérationnelle, et puis peut-être nous dire le bilan globalement que vous en tirez aujourd'hui. Comment est-ce que par rapport à votre ambition de départ, les objectifs alors c'est en cours, hein, ouais, mais comment c'est déjà un petit peu atteint, ou voilà, comment ça se positionne aujourd'hui en termes de mise en œuvre? C'est extrêmement récent puisqu'on a commencé à déployer là sur le mois de juillet. On a entre 12 et 15 sur les 2 résidences, entre 12 et 15 locataires qui se sont inscrits au service, donc qui ont téléchargé l'appli, créé un compte, et on est sur une 15aine d'utilisations. Donc voilà, on est vraiment dans le démarrage, on se donne le temps. Pour l'instant, on va vraiment le faire sur ces 3 années, essayer d'avoir une courbe d'expérience là-dessus. Ajuster aussi, on peut ajuster les contenus de ces casiers, donc s'il y a des produits qui ne marchent pas, ajuster aussi.
On peut réfléchir sur les politiques économiques. Aujourd'hui, on est sur un paiement à l'acte. Peut-être que demain, on pourrait imaginer des systèmes de forfait aussi qui sont intégrés mensuellement, sur lesquels vous pouvez louer X fois dans le mois et c'est intégré. Voilà, donc tout est ouvert là-dessus. Et puis, on va tester justement. Donc là, c'est 2 résidences étudiantes sur une 3e type de résidence qui aura une salle de vie partagée aussi avec un projet de vie collectif et donc sur lesquels on verra comment on peut utiliser le système d'équipement partagé et voir si on arrive à régénérer le lien social aussi à travers ça. Là, sur le mois d'octobre, on va faire un apéro partagé dans une des résidences, justement, qui va essayer de mixer à la fois la découverte du service et puis le lien social, la connaissance entre les locataires. Donc c'est aussi un moyen supplémentaire et un prétexte de faire se rencontrer les gens qui habitent dans une même résidence. Merci beaucoup Hervé, je trouve que ça fait très bien le lien avec ce que Stéphane va nous présenter. Donc Stéphane Marioni, vous avec l'expérience dont vous allez nous parler, donc il s'agit en fait de la réhabilitation d'un très beau bâtiment que vous allez voir en photo juste après. Et donc vous, ce qui vous a animé, ce qui anime en tout cas l'organisme, c'est de se dire aujourd'hui l'habitat doit être pluriel, inclusif et mélanger les publics. Et dans cette dynamique-là, vous accordez une grande place effectivement au temps et aux lieux partagés, à ce qui, entre les différents publics, peut être mis en place, peut être entre guillemets collectivisé. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous dire quelques mots, pardon, sur cette résidence qui accueille beaucoup de public. Et pardon, j'ai oublié de préciser. Il s'agit de l'ancien séminaire des Pères Maristes qui se trouve à Sainte-Foy-les-Lyons, l'opération entre guillemets, la résidence s'appelant Le Grand Roule. Tout à fait, donc pour contextualiser, on est sur une commune qui est effectivement Sainte-Foy-les-Lyons qui touche la ville de Lyon. On est en plein cœur de la métropole, avec des acteurs que ce soit la commune ou la métropole qui ont des vraies volontés de diversifier la nature des logements. Et nous, dans ce contexte, on finit avec 6 catégories de logements distinctes. L'opération fait 63 logements en tout. Donc en principe, 63 logements, on a à peu près 2 types de financement. Là, on a, alors je ne parlerai pas de financement, mais de sortie, entre guillemets, des logements. On a 6 logements qui vont être réservés à des investisseurs. Donc là, c'est plutôt l'enjeu de l'équilibre économique de l'opération. Ce n'est pas particulièrement vertueux par rapport au projet, parce qu'à un moment, c'est un principe de réalité. On a 16 logements d'accession à la propriété dans le dispositif BRS, où on travaille avec la foncière solidaire du Grand Lyon. On a 14 logements intermédiaires ciblés jeunes actifs, donc pour rappel, qui sont destinés à être pour les métropoles où l'accès au logement est très compliqué en termes de premier emploi égale premier logement. Là, on fait 14 logements à des jeunes qui sont, par définition, en emploi, mais qui ont moins de 30 ans. On a également 10 logements qui sont en PLS étudiant. Donc pour nous, c'est une première expérience, puisque, contrairement à mon camarade précédent, ce n'est pas du tout notre cœur de métier, le logement étudiant. C'est la première fois qu'on en fait. Pour lequel on a d'ailleurs travaillé avec une autre association locale pour essayer de s'intégrer dans ce qui se faisait déjà au niveau associatif. On a 13 logements en PLAI adaptés pour lesquels on travaille avec l'ADAPI 69. Donc c'est 13 logements à destination de personnes en situation de handicap. Et on a, entre guillemets, seulement 4 logements PLUS pour dire qu'on a quand même fait du logement social classique sur cette opération. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de publics différents et vous avez dans l'opération beaucoup insisté sur la mutualisation d'un certain nombre d'espaces pour le bien vivre ensemble, pour que tous et toutes se rencontrent. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ce qui a été fait ? Oui, alors au-delà des 6 catégories de logements, etc., on est sur un site, je ne sais pas si... la photo est passée, oui, peut-être qu'on peut... Si on peut revoir la présentation Nathalie. du bâti. L'autre visuel, s'il vous plaît. Le bâti a ce site particulier qui l'intègre dans les espaces communs. Ce qu'on voit à gauche sur le visuel, c'est tout simplement la chapelle du séminaire des Pères Maristes. Avec le dernier niveau, on voit les arches qui sont fermées. Aujourd'hui, on les a réouvertes, les arches, puisque ça abritait la bibliothèque des Pères Maristes.
Et donc ça, c'est un espace qu'on veut. Alors, même chose, hein, il y a une question de réalité sur le modèle économique, mais c'est un espace qu'on veut consacrer au moins pour partie à du coworking à destination soit de personnes extérieures, soit des occupants, soit parce que télétravail, soit parce que les étudiants, les jeunes actifs veulent pouvoir en profiter. Et on a des tiers-lieux en masse, plutôt atypiques, et la chapelle va être désacralisée dans l'année qui vient, et remise à disposition, puisqu'on a un système où les permaristes sont toujours locataires de cet espace-là pour l'instant. Il y aura la désacralisation qui sera faite par eux, bien évidemment. Et ensuite, on reprend possession de ces lieux et on veut faire en sorte que ça puisse être utilisé. On a par ailleurs une salle commune qu'on a dédiée au projet de vie de l'habitat inclusif, puisque ça fait partie des dispositifs obligatoires. Et dans l'absolu, on travaille aujourd'hui avec l'ADAPI pour que cette salle commune soit évidemment fléchée en priorité au public de l'ADAPI, c'est-à-dire aux 13 locataires concernés, mais que ce soit aussi l'occasion de faire un espace de rencontre avec les autres occupants de la résidence. Donc justement, à ce propos-là, je crois que vous avez mis en place, donc votre objectif, on voit bien autour de la qualité de la vie, je crois que vous aviez mis en place un dispositif participatif pour pouvoir permettre de répondre aux attentes de tous ces publics dans l'apport de lieux partagés, etc., de services, entre guillemets. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça s'est élaboré en termes de méthode? Et puis aujourd'hui, en termes de fonctionnement, ce que vous imaginez par rapport à la place de l'hôte, puisqu'il y a un hôte, hein, on sait bien que ces lieux-là ne peuvent pas forcément vivre complètement tout seuls. Donc comment est-ce qu'on est passé de la définition du besoin au fonctionnement des lieux? Alors, vous en parlez au passé, comment on est passé à... c'est plutôt un travail qui est en cours de construction. Pour avoir une idée, les premiers logements vont être mis en service dans 1 mois et les derniers seront livrés au mois de janvier. Et à vrai dire, la définition en tant que telle de l'hôte de maison, elle est toujours en cours de fabrication. On travaille avec Urban Project sur ce dossier. On travaille aussi avec les partenaires classiques, avec le partenaire spécifique qui est l'ADAPI, puisque eux, ils vont avoir un salarié qui est chargé d'animer le projet de vie propre à l'ADAPI, mais ce n'est pas interdit d'imaginer des interactions. On a aussi une particularité, c'est que les PLS étudiants, on a travaillé avec une association qui, à 150 mètres de là, mettait en œuvre un projet associatif, pour le dire très vite, parce que ce n'est pas le sujet. Ils disent à leurs étudiants, en quête parce qu'ils ont 18 ans et qu'ils ont envie de révolutionner le monde, merci à eux d'ailleurs, ils ont envie de faire de l'humanitaire, etc. Et le projet, c'est de dire, plutôt que d'aller rendre service alors que vous ne savez pas faire grand-chose à l'étranger, rendez service en proximité dans votre quartier, allez aider des gens en situation soit de handicap, soit de vieillissement, etc., en tout cas de perte d'autonomie. Et donc on travaille avec eux, donc il va y avoir de l'interaction à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Je ne vais pas ennuyer la régie à nouveau, mais en premier plan, il y avait une prairie qui pèse un petit hectare, que conserve Ronson Habitat pour des raisons de réserve foncière potentielle à moyen ou long terme. Mais en attendant, c'est un environnement... La régie est vraiment sympa. Merci, la régie nous permet de rêver devant cet espace vert. Donc l'espace qu'on voit en premier plan, c'est un petit hectare environ. Il est vraiment adjacent à la résidence. On a mis en place, enfin ça démarre au 1er octobre, on met en place un système d'éco-pâturage avec là aussi le prestataire qui va faire interagir à la fois avec les occupants et puis avec les écoles du quartier, etc. Et tout ça, tout ce dont j'ai parlé, c'est de la conception. On se fait plaisir autour d'une table, etc. Et comme vous l'avez dit, après, il faut que les habitants soient actifs et acteurs de ce projet-là. Et ça ne vient pas tout seul. D'où l'idée, effectivement, de mettre en place un hôte de maison qui travaillera avec les membres de l'association étudiante, avec le permanent de l'ADAPI, évidemment avec nous, avec le syndic de la copropriété, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a 2 catégories de logements qui sont à la vente. Donc, l'ensemble constituera une copropriété. Donc, il faut aussi qu'on interagisse avec le syndic de la copro et avec le syndicat des copropriétaires. Voilà, bref, tout ça nécessite qu'il y ait un acteur au quotidien. Une coordination au quotidien. Anime tout ça.
Bon, ben, merci beaucoup Stéphane. Je crois que ça nous a donné, il n'y a pas que la photo qui nous a donné envie de nous intéresser à cette opération, mais aussi tout ce qui y vivra. Le troisième et dernier exemple d'action financée par le FSI qu'on a souhaité mettre en avant aujourd'hui, c'est autour de la qualité de service. Donc je le disais un petit peu en introduction, la qualité de service quand même notre grand objectif. Et on s'aperçoit avec l'action qu'a menée SFHE, donc son directeur général Brice Verrec va nous présenter. On s'aperçoit que même en qualité de service, aujourd'hui, on peut encore beaucoup innover. Donc en 2024, vous avez mis en place, dans le cadre d'une réflexion de refonte de l'approche client, vous avez réfléchi aux services nouveaux que vous pouviez mettre en place et vous avez défini un bouquet de services. Est-ce que vous pouvez nous dire les objectifs que vous recherchiez et puis quels services vous avez mis en place dans ce cadre-là? Merci Brice. Oui, alors l'ambition de la SFHE, qui je le rappelle est une société du groupe Arcade Vive, c'est de concevoir des logements promoteurs de santé. Et la santé étant prise dans toutes ses dimensions, physiques, mentales, sociales. Donc la création d'un bouquet de services s'inscrivait d'abord dans une stratégie du prendre soin pour améliorer la vie par l'habitat. Alors bien sûr, la création du bouquet a consolidé notre approche de la relation client en accompagnant les parcours de vie et avec la volonté d'offrir la même qualité de service à tous nos habitants sur tous les territoires. Voilà, si je devais résumer l'objectif stratégique dont vous parliez, c'est vraiment de concevoir des logements qui protègent et qui rendent service. Alors sur le contenu du bouquet, on a d'abord créé en fait une marque qui s'appelle Habitat Privilège, qui est visible et lisible par l'ensemble de nos habitants, mais également par nos collaborateurs et par les partenaires, comme par exemple les CCAS des collectivités locales. Les services s'articulent autour de 3 thématiques: la santé, le pouvoir d'achat et la citoyenneté. Alors, grâce aux expertises et aux compétences de Groupe Vive, on est indicateur, par exemple, d'une assurance habitation à un prix très compétitif. Mais on propose en tout cas également un service d'écoute et de solution disponible 7 jours sur 7, 24/24, à forte valeur ajoutée, avec par exemple du soutien psychologique ou du conseil juridique. Hormis les services qu'on a avec le groupe Vive, on propose également, par exemple, un soutien scolaire aux familles, c'est-à-dire une aide aux devoirs, avec la possibilité d'échanger avec un professeur en ligne. Et on a plusieurs services également sur le pouvoir d'achat, avec notamment un service d'identification des droits et des aides financières que souvent nos locataires méconnaissent et ne sollicitent pas. Voilà. Merci beaucoup pour cette description. Je crois que ça fait 1 an maintenant que ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, ce que vous en tirez comme enseignement? Quel succès de ce dispositif? Et puis, parce que c'est quand même toujours une chose qu'on a en tête, de se dire, est-ce que vous, en termes de métier, de pratique, du positionnement du bailleur, ça a fait évoluer des choses de manière globale, mais aussi pour les collaborateurs? Oui, bien sûr. Alors, le bilan quantitatif, il est très positif, puisqu'on a 6 locataires sur 10 aujourd'hui qui utilisent notre bouquet de services. Donc c'est bien la preuve qu'on répond à un besoin. Alors, en quelques chiffres, c'est 700 000 € d'aide qui ont été activés depuis la création du bouquet. C'est 450 enfants qui utilisent le soutien scolaire et c'est 900 ménages qui ont souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de notre partenaire Vive Conseil. Donc on a vraiment quantitativement un résultat. Sur le plan qualitatif, notre bouquet à Habitat Privilège, en fait, c'est devenu un outil pour nos CESF et nos équipes de proximité qui permet d'aider à la gestion budgétaire des ménages, qui contribue à maintenir leur solvabilité. Si bien qu'en fait, la perception que les habitants et que les collectivités locales ont de nous, elle tend à changer. De plus en plus, j'insiste vraiment de plus en plus, les collaboratrices et les collaborateurs de proximité sont perçus comme des professionnels de la relation client, voilà, avec un sens de l'engagement et un sens de l'utilité sociale renforcé. Voilà.
Et c'est vraiment grâce, je dirais, à nos collaboratrices et nos collaborateurs que Habitat Privilège prend vie auprès des habitants et auprès des partenaires. Merci beaucoup. Alors vous l'avez sans doute compris, toutes ces actions, elles ont été financées en partie grâce au FSI. Alors bien sûr dans la limite de la recevabilité des compétences du FSI. Alors on ne l'a pas mise en avant au cours de ces descriptions, mais c'est un peu une évidence. Et l'idée, c'est de conclure au cours des 5 minutes qui nous restent. Voilà, on a débordé. Vous savez qu'il y a une réforme du FSI. Il y a plusieurs ambitions à cette réforme, notamment celle de la simplification donc pour vos dépôts des dossiers. C'est une première chose que Thomas va nous présenter. Comment est-ce que cette nouvelle procédure vous simplifiera la vie, en tout cas on l'espère. Et puis quelques petites alertes sur le fait qu'on voulait vraiment que le FSI, la dimension innovation, reprenne davantage de place, entre guillemets, versus modernisation. Donc on a aussi travaillé là-dessus dans la réforme, ainsi que sur l'actualisation des thèmes, puisque vous voyez avec les thèmes qui ont été évoqués ce matin, que forcément au fur et à mesure, les thèmes qui vous intéressent en matière d'innovation et de modernisation évoluent. Je t'en prie Thomas, avec mes excuses pour le fait qu'on ait qu'on ait passé plus de temps que prévu. Je vais improviser un peu, vous avez tous envie d'aller manger en fait. C'est ça. Bon, de toute façon, ça me fait plaisir de parler de simplification. Je pense que ce sera un plaisir partagé parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus consensuel comme thématique en matière de politique publique. Et pour autant, c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, ça me fait un petit peu penser, vous savez, à ce livre en fait de Marie Kondo, La magie du rangement. C'est la japonaise, vous savez, qui vous raconte que au moment de faire le tri dans votre maison, prenez les objets. Et est-ce que vous allez ressentir en fait de l'amour en le tenant, en ressentant l'objet? Vous ressentez pas d'amour, ça va dans la pile à jeter. Bon, en pratique, quand vous essayez, c'est pas facile du tout. Moi, je me rappelle d'un vieux napperon et je l'aimais pas. Mais c'était un héritage de Tata Janine et je ne pouvais pas le jeter comme ça. Bon, la simplification administrative, à certains égards, il y a un petit peu de ça. Chaque règlement, en fait, c'est une histoire quand même. On essaie de traiter une problématique à un moment donné avec. Et le toilettage n'est pas simple. Mais on y est quand même arrivé. Et je pense déjà sur un premier point qui est vraiment essentiel, c'est le circuit d'instruction du FSI. Alors, pour aller très vite, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais il y a 2 types de dossiers FSI. Innovation, on explore, on teste, c'est plus risqué, ça peut passer, ça peut marcher. Dans tous les cas, le retour d'expérience, il est très utile pour le secteur. Et on a les dossiers de modernisation, là on parle plutôt de solutions éprouvées, connues, mais c'est important pour professionnaliser les équipes et se rapprocher des standards en fait, qui sont les nôtres dans le secteur. On voulait, et quand je dis on, c'est pas juste la H2LS, c'est tout le groupe de travail avec l'USH, les associations régionales HLM, les fédérations, nos ministères de tutelle et l'État au niveau local et central. Donc on s'est tous réunis, on s'est dit on veut garder ces 2 types de projets. Par contre, est-ce qu'on peut avoir un guichet d'entrée unique? Parce qu'avant, il fallait envoyer la modernisation à votre ARHLM et l'innovation à votre fédération. Et on a dit maintenant, ça sera l'ARHLM. Déjà, en fait, vous avez une question en moins à vous poser en fait, au moment du dépôt du dossier. Puis d'autre part, comme ça, l'ARHLM et l'État au niveau local, ils vont voir passer tous les dossiers et c'est quand même nettement plus intéressant pour tout le monde. Donc, premier point, un circuit d'instruction en fait simplifié. On a également simplifié le contenu du dossier. Avant, vous deviez rédiger en fait un projet de convention. Maintenant, on fait ça en automatique avec notre système informatique. C'est totalement obsolète. On ne vous embête plus avec ça. Avant, on pouvait vous embêter. Envoyez-nous les CV des intervenants s'il y avait des recrutements dans votre projet. On ne vous embête plus avec ça. Et on a également, c'est peut-être plus de l'assouplissement que de la simplification, mais on a également élargi la période de prise en compte des dépenses. Avant, il fallait avoir des dépenses qui avaient démarré au plus tôt 3 mois avant le comité des aides qui attribue la subvention. Et 3 mois, c'est court. Il faut envoyer le dossier 1 mois avant la CG2LS. Il faut laisser quand même un petit peu de temps à la RHLM ou à la fédération de travailler son dossier. Là, on passe à 6 mois. 6 mois, ça devrait quand même détendre un petit peu les calendriers, vous permettre de lancer vos actions plus sereinement. Donc voilà ce qu'on a déjà fait en matière en fait, de simplification et on espère en fait, que ça va vous permettre de travailler vos dossiers plus sereinement. Alors après, tu disais... Favoriser l'innovation voilà. Et puis actualiser les thèmes d'action qui sont recevables. Exactement. Alors pour favoriser l'innovation, la première piste elle est assez évidente, c'est un taux de subvention bonifié. Donc en fait avant c'était 50% de vos dépenses éligibles. Je ne reviens pas sur toute la liste des dépenses éligibles, j'ai que 5 minutes, venez me voir après, on en reparle. Mais vos dépenses éligibles, on les subventionnait à 50% en innovation. Ça passe à 60%.
Et si vous êtes sur un simple projet, par contre, de modernisation, c'est 40%. Donc, mine de rien, 40, 60, ça fait 50% de subventions en plus pour un projet qui a les mêmes dépenses s'il est classé, en fait, sur une typologie innovante. Donc, une vraie bonification de ces projets. Bon, je précise quand même que si vous êtes sur un projet de modernisation plus classique, il y a quand même moyen d'avoir un taux bonifié. C'est de coopérer entre bailleurs. On vous encourage à le faire. Les projets interbailleurs seront toujours subventionnés à 50%. Donc, premier point, le taux de subvention. Mais ensuite, il y avait la question des thèmes. Et un projet innovant, on ne sait pas, on les voit pas forcément venir. C'est le genre de sujet qu'on reconnaît quand on l'a sous les yeux. Alors qu'à l'inverse, en modernisation, le secteur demande, et on comprend totalement la demande, avoir une idée plus précise. Bon, mon projet, il est éligible ou il n'est pas éligible. Alors, on n'arrivera jamais à avoir une nomenclature parfaitement exhaustive sur le sujet, mais il fallait concilier ces deux choses. Et on s'est dit, en fait, on va faire une liste de thèmes prioritaires, et ce qu'on va dire, c'est une suggestion en innovation, mais vous pouvez en sortir. Alors que par contre, pour un projet de modernisation, il faut vous inscrire dans ces thèmes. Alors ces thèmes, je ne vais pas vous faire toute une liste, mais grosso modo, il y a la maîtrise d'ouvrage innovante, il y a le logement adapté en fait, aux besoins des habitants, il y a toute l'efficience organisationnelle et globalement l'implication citoyenne, les sujets en fait, environnementaux, sociétaux. On a également une liste de quelques thèmes en fait, qui sont plus éligibles. C'est ceux qu'on considère qu'ils font partie plus maintenant du quotidien du secteur. Vous voulez faire une refonte basique de site internet, ou vous montez de version sur votre ERP, ou vous scannez en fait, des dossiers locataires. Bon, ça c'est plus éligible. Le secteur avance. Mais voilà, l'idée c'est que vous n'avez pas besoin de vous inscrire dans cette thématique, donc ne vous auto-censurez pas si vous êtes sur un projet, une idée originale pour répondre à une problématique du secteur. Et par contre, si vous êtes sur un dossier de modernisation, allez télécharger le règlement, vérifiez en fait la liste en fait des thématiques et vous allez voir en fait si votre projet en fait il s'inscrit à l'intérieur. Avec un point très important, dans tous les cas, en modernisation, les projets doivent être au bénéfice du locataire. Ça, c'est un point très clair en fait dans les nouvelles modalités de fonctionnement. Bon, on voit tout ça, ça évolue. Ce n'est pas le cas en innovation d'ailleurs, où là vous pouvez être sur des thématiques hors lien direct avec le locataire, contrairement à la version précédente. Exactement. Ça vous donne vraiment, enfin on espère que ça va vous ouvrir des possibilités importantes. Ouais, et puis bon, les choses évoluent vite, hein. Donc on sera probablement amené à revoir en fait cette liste de thèmes prioritaires. Car il y a quelques années, on était fasciné par des algorithmes d'apprentissage supervisé qui aujourd'hui nous semblent totalement basiques par rapport aux modèles de langage LLM qui sont rentrés dans notre quotidien. Alors on a écrit dans ces nouvelles modalités de fonctionnement qu'on allait revisiter, retravailler assez régulièrement en fait la liste des thèmes. Donc idéalement tous les 2 ans. Donc ça se trouve, je vous donne rendez-vous en fait dans 2 ans. Ici, on parlera d'une nouvelle liste qui aura tenu compte de tout ce qui se sera passé dans les dernières années. Merci beaucoup Thomas d'avoir été synthétique. On espère qu'on vous a suffisamment expliqué les choses et qu'on vous a donné envie d'innover, d'avoir de l'audace et de l'inventivité. Merci messieurs à tous les 4 et bonne suite de congrès. Merci beaucoup, au revoir.